Et à mes côtés aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour monsieur. Bonjour Elisabeth. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de Debout la France, député de l'Essonne. Vous êtes également membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Ça tombe bien, nous allons commencer avec un sujet international, la guerre en Ukraine. Nous venons de passer le cap des 9 mois depuis l'entrée des troupes russes. Quel regard portez-vous sur ce conflit? Un immense gâchis. Le suicide de l'Europe. Ce conflit, d'abord, aurait pu être évité. Sincèrement. J'ai beaucoup suivi ce qui s'est passé, les accords de Minsk, pour expliquer. Il y a eu des accords de Minsk qui étaient garantis par la France et l'Allemagne, qui étaient équilibrés. L'Ukraine devait donner l'autonomie au Donbass, cette région qui est entre la Russie et l'Ukraine, 3,5 millions d'habitants. Et l'Ukraine n'a pas respecté, l'Ukraine a bombardé les populations russes du Donbass, a poussé à bout la Russie. La Russie a eu tort, bien sûr, d'agresser. Moi, je ne fais pas partie de... Je suis vraiment impartial dans cette affaire. Mais les torts sont partagés. Et on aurait pu, si la France et l'Allemagne avaient joué leur rôle, eh bien, on aurait évité cette guerre. Après, il y a un engrenage terrible qui s'est produit, avec, côté russe, une grave faute, côté ukrainien, un Zelensky qui est en train de suicider son peuple et de vouloir entraîner l'Europe dans une guerre, non pas pour défendre l'Ukraine, et ça on comprend la défense de la souveraineté ukrainienne, mais pour détruire la Russie. Et ça c'est une faute géopolitique majeure, pour une raison très simple, et tout le monde l'a compris, c'est que suicider l'Europe pour le Donbass, qu'on aurait pu aménager intelligemment, c'est pousser la Russie dans les bras de la Chine, c'est faire disparaître l'Europe entre les États-Unis et la Chine. Et l'avenir de l'Europe, j'ose le dire, je sais que c'est pas populaire, mais l'avenir de l'Europe, c'est de retrouver une belle relation avec la Russie. France, Allemagne, Russie, c'est la condition de la prospérité en Europe. Et je pense vraiment que Emmanuel Macron et la France on joue un jeu très très dangereux. Surarmement de l'Ukraine, et puis c'est les Ukrainiens qui payent le plus cher, hein, bien sûr, qui sont détruits. Petite parenthèse, le Parlement européen a voté cette semaine un texte qui décrit la Russie comme un État utilisant des moyens terroristes. Qu'est-ce que ça vous évoque, une telle décision des parlementaires? C'est une folie, parce que c'est pas le cas, parce que les Ukrainiens ne se comportent pas bien non plus, crime de guerre. Le bataillon Azov. Quand vous dites les Ukrainiens, bien sûr, les combattants. Hein, oui, bien sûr, les combattants, l'armée ukrainienne. Le bataillon Azov, moi je suis stupéfait de voir Bernard-Henri Lévy être l'allié de bataillons néo-nazis Azov. Et c'est pas un fantasme de Poutine. Faut voir ce qu'est le bataillon Azov. Ce sont ceux qui étaient engagés avec l'Allemagne nazie et qui ont gardé des écussons et voir la pensée unique, travailler avec ces gens-là, ça me rend dingue. Alors attention, toutes les forces ukrainiennes ne sont pas nazies et Poutine exagère dans l'autre sens. Donc je crois qu'il faut garder raison. Il y a eu une agression russe. Moi je ne cherche pas beaucoup chez proches disent la Russie est parfaite. Non, la Russie a commis une très grave faute. Pour autant, l'Ukraine met de l'huile sur le feu en permanence, soutenue par des Américains. Et la France aurait dû avoir une position gaullienne, j'allais dire chiracienne comme sur l'Irak, la même position d'ailleurs qu'Israël ou la Turquie. Et ce que je trouve insensé dans ce qui se passe, c'est que c'est le régime turc qui apparaît comme celui qui va réconcilier les deux. La France aurait pu condamner l'agression russe, mais en même temps, pour le coup, ouvrir une vraie offre de paix pour calmer Zelensky, pour dire nous ne suivons pas dans la surenchère, nous ne voulons pas la destruction de la Russie, nous voulons un compromis, et ce compromis, je l'ai proposé le 7 mars, c'était pendant la campagne présidentielle, il n'y avait pas beaucoup de journalistes français, mais j'avais proposé un plan de paix qui était équilibré, cessez-le-feu, autonomie du Donbass, retrait des troupes russes, démilitarisation de l'Ukraine. C'est la seule solution. Parce que géopolitiquement, l'Ukraine est une terre de jonction du monde slave et du monde occidental. L'Ukraine, pour la partie Est, a été russe depuis 300 ans. Et donc, faire croire
que l'Ukraine c'est l'OTAN ou que l'Ukraine c'est la Pologne, c'est une hérésie. Il fallait trouver un compromis. Ce sont des zones de fracture historique. Et je crois qu'on ne peut pas suicider un continent comme l'Europe, parce que l'affaiblir socialement, économiquement, pousser la Russie dans les bras de la Chine, rentrer en dépendance totale, désarmer l'Europe par rapport au Sud, parce que, pardonnez-moi, mais la vraie menace, elle est islamiste au Sud, au Moyen-Orient, la déstabilisation de l'Afrique. Donc, en fait, c'est une politique de gribouille. D'ailleurs, les Américains ne vont pas intervenir en Ukraine. Ils arment, et le peuple ukrainien est le peuple martyr. Enfin, c'est complètement dingue ce qui se passe. C'est complètement fou ce qui se passe. Vous nous parliez tout à l'heure de la position gaullienne qu'aurait dû tenir la France, un peu à l'image du format Normandie à l'époque 2014 avec Merkel, enfin surtout Merkel d'ailleurs et un peu François Hollande. Oui. Emmanuel Macron a essayé de maintenir cette position au tout début. Il s'est même considérablement mis en scène en téléphonant à Vladimir Poutine, en révélant d'ailleurs des conversations secrètes, en se mettant encore en scène aujourd'hui en téléphonant au président ukrainien. Il a essayé. Est-ce que c'est pas tout simplement la démonstration de l'impuissance aujourd'hui de la France ? Alors deux choses, c'est-à-dire que vous avez raison. Emmanuel Macron a tenté de faire croire que la France pouvait parler, mais Emmanuel Macron n'a pas été cohérent. S'il voulait faire croire réellement que la France pouvait servir d'arbitre, il fallait pas que la France suive comme un toutou Madame von der Leyen, finance les 3 milliards de la soi-disant facilité de paix. Vous savez, ces crédits européens. Vous savez que les crédits européens, personne ne le sait. La France paye à prorata de sa part dans le budget de l'Union européenne, c'est à plus de 15%. Donc, même si la France ne livre pas beaucoup d'armes, elle paye les armes que les autres livrent. C'est complètement insensé. Donc, on ne peut pas dialoguer et se dire arbitre si, de l'autre côté, on est le toutou de Madame von der Leyen et des plus extrémistes. Donc, dans la vie, il faut une cohérence. Et franchement, quand vous regardez la position d'Israël, quand vous regardez la position de la Turquie, et Dieu sait si j'aime pas la Turquie pour beaucoup d'autres choses, c'est pas la question d'aimer, mais du moins que je conteste les positions turques, justement. Pour les Kurdes, oui, bien sûr. Pour les pauvres Kurdes, pour la Grèce, etc. Mais le président Erdogan joue une partition gaulienne. Et la France a disparu, n'a plus aucune crédibilité. Parce que le problème de Macron, c'est que d'un côté, il a fait semblant de discuter avec Poutine, donc il a perdu toute crédibilité chez nos partenaires européens, et après, il est tenu par les Américains dont il est leur serviteur, enfin pas les Américains, Biden, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que... Du moins l'administration Biden. L'administration Biden, oui, parce que Biden a-t-il encore la présence d'esprit de diriger, et moi je regrette beaucoup que les Républicains n'aient pas gagné le Sénat, parce que si les Républicains avaient gagné le Sénat, on aurait peut-être eu... ils auraient calmé Zelensky, qui est complètement fou. Les crédits, c'est la Chambre des représentants qui les vote normalement. Oui, mais enfin, disons que la victoire républicaine n'est pas assez forte pour cadenasser Biden, qui a sans doute des intérêts à défendre en Ukraine. Notamment Bref, ceux de son fils, oui. Exactement. Donc moi, je crois que dans cette affaire, il faut s'extraire d'une position morale permanente, même si, bien évidemment, il y a eu une agression au départ. Mais il y a eu aussi une agression ukrainienne contre le Donbass pendant 8 ans avec des bombardements abominables dont on ne parle jamais dans les médias français. Donc moi, j'essaye d'avoir une position la plus impartiale possible et j'essaye après de voir la différence entre une réaction émotionnelle qu'on peut avoir, et que je comprends, mais qui ne sert pas les Ukrainiens et qui ne sert pas l'Europe. Et je suis vraiment hanté par cette disparition de l'Europe. Vous savez, on m'accuse souvent d'être souverainiste, patriote, et je le suis totalement. Mais ce qui est paradoxal, c'est que je défends beaucoup plus l'intérêt des Européens que ces espèces d'eurocrates qui rendent tête baissée dans ce conflit et qui sont en train de dynamiter l'Europe. Parce que les Américains ont réussi quelque chose d'extraordinaire. Leur problème, c'était l'économie allemande. Et l'alliance avec le gaz russe, ils ont coupé, ça y est. Il n'y a plus de gazoduc, le gaz comment on l'appelle Nord Stream. Nord Stream 2, et ça y est, est coupé. C'est-à-dire que les Américains ont réussi à travers ce conflit à suicider l'Allemagne, économiquement. Et l'Allemagne se venge sur la France. C'est-à-dire, si vous réalisez, les Américains ont affaibli l'Allemagne, et l'Allemagne, qui a encore de beaux restes budgétaires, met 200 milliards d'euros sur la table pour sauver ses entreprises, alors que la France va mettre 10 milliards. Ça veut dire, et vraiment je demande aux téléspectateurs de bien entendre ça,
Ça veut dire que ce qui est en train de se passer, c'est que les États-Unis affaiblissent l'Allemagne, l'Allemagne affaiblit la France, et notre gouvernement est impuissant. Nos PME sont face à un choc énergétique dramatique pour ce qui reste de notre industrie. Les investissements industriels des grandes industries européennes partent aux États-Unis. Et l'Allemagne va aider ses entreprises avec 200 milliards d'euros pour surmonter le choc énergétique. Et nous, on est en train de laisser nos entreprises écrabouillées. J'ai été au Salon du Made in France, j'ai vu des chefs d'entreprise courageux. Le surplus de paiement électrique et du gaz lié au refus de changer la tarification par soumission à l'Union européenne va leur coûter pour la plupart plus que leurs bénéfices de l'année dernière. Ça veut dire qu'ils vont être en faillite. On va parler de l'énergie un peu plus longuement juste après. Nicolas Dupont-Aignan, on va terminer sur ce volet ukrainien. Emmanuel Macron présidait une conférence sur le soutien à la Moldavie lundi. Soutien à la Moldavie qui répond justement à la question ukrainienne, puisque la Moldavie souffre de la guerre en Ukraine par répercussion. Là encore, je vous propose de l'écouter, parce qu'il faut bien que les Français se rendent compte qu'il y a les armes, il y a le soutien direct à l'Ukraine, mais il y a plein d'autres soutiens indirects. On l'écoute. Remerciant l'ensemble des parties prenantes à la plateforme, je veux ici dire aussi que nous sommes engagés à vos côtés pour apporter 126 millions d'euros d'aide sous forme d'aide d'urgence et de soutien financier à moyen terme au début du conflit et lors de la conférence de Berlin. À Bucarest, nous avions ajouté 11 millions d'euros d'aide aux organisations non gouvernementales et micro-prêts aux petites et moyennes entreprises. Et nous avons tenu ces engagements avec des déboursements importants, en particulier au bénéfice du gouvernement. Afin de répondre aux besoins immédiats, nous avons donc décidé de mobiliser une nouvelle enveloppe exceptionnelle de plus de 100 millions d'euros. 10 millions d'euros seront déployés d'ici la fin de l'année 2022 sous la forme de subventions au Haut Commissariat aux réfugiés, au Programme alimentaire mondial et à l'UNICEF pour soutenir notamment l'accès des réfugiés au chauffage, à la nourriture, à l'éducation. Des générateurs de haute puissance vont également être fournis dans les premiers mois de l'année 2023 pour équiper les hôpitaux moldaves. Et une enveloppe de 2 millions d'euros sera mobilisée via la BIRD. Et je remercie Bruno Bassot d'être à nos côtés aujourd'hui pour soutenir les réformes publiques, notamment dans le secteur de l'énergie, et venir compléter tout un travail d'ensemble que la Banque mène à ce titre. La situation de crise dans laquelle se trouve la Moldavie ne remet aucunement en cause les projets que nous souhaitons mener à moyen terme avec votre pays partenaire. C'est pourquoi aussi l'Agence française de développement investira 90 millions d'euros en Moldavie sur la période 2023-2024, en particulier dans les domaines prioritaires de l'énergie et quelques autres. Alors cette séquence, on l'a peu vue à la télévision française, pourtant la Moldavie, c'est le jackpot là. Mais ce qui est incroyable, c'est que les finances publiques françaises sont inépuisables pour boucher un trou que Macron a lui-même créé. Parce que si Macron et la France avaient été la France, disaient stop à l'armement à Zelensky, offre de paix à la Russie, qui est en position difficile aussi. Et c'est le moment où il faut faire la paix, parce que Poutine a besoin de s'arrêter aussi, de sauver la face. Mais leur objectif, et c'est ça qui m'effraie et qui m'inquiète pour la suite, c'est pas de sauver l'Ukraine. C'est plus l'objectif. L'objectif, c'est de détruire la Russie. Et je lisais une interview dans un journal du soir d'un ministre suédois, de polonais, d'américains. C'est ça l'objectif, c'est plus de sauver l'Ukraine. Parce que s'il voulait vraiment sauver l'Ukraine, mais il demanderait à Zelensky d'arrêter son suicide. C'est un kamikaze avec son peuple. Non, ça les intéresse pas. Ils font plutôt l'inverse. Ils expliquent tous les jours aujourd'hui que l'armée ukrainienne va gagner. Oui, mais ce qui se passe, c'est pas ça. Ce qui se passe, c'est qu'ils envoient l'armée ukrainienne comme chair à canon, que les Ukrainiens vivent une souffrance terrible, et quand ils sabotent le pont de Crimée, quand ils sabotent le Nord Stream, le gazoduc, ils se doutent bien que la Russie va réagir. Je veux dire que c'est plus la défense de l'Ukraine. Moi, je comprends très bien qu'on défende la souveraineté ukrainienne. Je ne suis pas un pro-russe ou ni un pro-ukrainien. Mais il y a une chose de défendre la souveraineté ukrainienne et il y a une autre chose que de saboter des installations russes pour détruire la Russie. C'est pas la même chose. Le conflit, vous voyez, a évolué. Et qui est responsable? Les Américains, le Van manque der Leyen, d'unanimité. Macron.
C'est ça le. Ce que vous nous dites tout à l'heure, l'Europe, mais finalement l'Europe, est-ce que l'Europe, l'intérêt de la France, par exemple, il est comparable à l'intérêt des Polonais? Non, bien évidemment. Mais les Polonais, il y a eu aussi une séquence incroyable qui s'est passée. Vous avez vu ce missile ukrainien lancé sur la Pologne. 2 morts. Les grands titres des télés françaises. Ça y est, le fou Poutine est en train d'agresser la Pologne, la guerre mondiale est aux portes, etc. Et en fait, heureusement, ils sont aperçus que c'était une provocation de Zelensky. Donc on voit bien que Zelensky... Alors après, la presse française a tout de suite dit « Non, non, c'est une erreur. » Non, c'était encore une fois une provocation de Zelensky. Ce que fait Zelensky sur la centrale nucléaire est criminel, puisqu'il bombarde la centrale nucléaire. Les Russes n'ont aucun intérêt à bombarder leur centrale nucléaire. Bon, donc... C'est une centrale nucléaire ukrainienne dans laquelle il y a des soldats russes. Oui, en territoire russe gagné. Mais c'est Zelensky qui la bombarde, c'est pas les Russes qui se sabotent eux-mêmes. Mais la presse française dit on ne sait pas d'où ça vient. Tu parles, tout le monde sait que ça vient de Zelensky, qui est prêt. En fait, Zelensky veut que l'OTAN déclare la guerre à la Russie. C'est ça la réalité. Je peux comprendre qu'on défende l'intégrité ukrainienne, je n'accepterai jamais qu'on entraîne toute l'Europe dans une 3e guerre mondiale, qui est une folie. Et je n'accepte pas non plus qu'on ruine les Français, les Allemands, les Européens, qu'on les déclasse pour 50 ans face à la Chine et aux États-Unis, qu'on les désarme face à la crise moyen-orientale, parce que on n'est pas capable de gérer un conflit territorial du Donbass. Je suis désolé, on doit être capable de le faire. Sinon, la diplomatie sert à rien. Et ce qu'ils ont fait en Irak, ils veulent le faire au cœur de l'Europe. L'Irak n'a toujours pas remis de la catastrophe qu'il y a eu, souvenez-vous, où heureusement à l'époque on avait quand même un président, même si Jacques Chirac avait beaucoup de défauts, Jacques Chirac et Dominique de Villepin avaient mis le haut là. Hein. Mais là, on a des gens inconscients qui nous dirigent et qui dilapident l'argent des Français. C'est quand même incroyable. Alors justement, en parlant de cette dilapidation d'argent, évidemment, le secteur qui est directement touché par cette guerre en Ukraine, ou plus exactement par les sanctions qui ont été prises par l'Union européenne, c'est évidemment le secteur énergétique. Vous nous en parliez tout à l'heure pour les conséquences sur les entreprises, mais c'est aussi sur le budget de tous les Français. Et au-delà de l'augmentation des prix, il y a également une menace qui plane, c'est celle de la pénurie et des coupures. Je vous propose de regarder comment Enedis s'y prépare. Alors en cas d'éco-boîte rouge, qu'est-ce qui se passe? RTE va demander à Enedis d'abaisser la tension de 5%. L'agence conduite régionale va demander aux différents postes sources de la région centre d'abaisser la tension de 20 000 volts en 19 000 volts. Pour le client, ça va être quasiment transparent. L'idée, c'est que ces coupures, elles soient totalement maîtrisées. Et donc, c'est tout l'intérêt de cette préparation et de ce que vous avez pu visiter aujourd'hui, c'est de voir comment nous pilotons finalement à distance, hein, pour beaucoup, ce réseau de distribution d'électricité et comment on se prépare à faire éventuellement des délestages qui dureraient 2 heures auprès des clients, qui tourneraient.